Valeur de la société, ben, l'évaluation est utile, notamment lorsqu'on vend les parts ou rembourser un associé qui se retire. Tiens, il y a une différence aussi entre une société civile et une SAS. Une SAS, lorsqu'un associé se retire, il n'y a pas l'obligation, si c'est prévu dans les statuts, pour la société de racheter les parts de l'associé autorisé à se retirer. Pour toutes les autres formes de société, ouais. Dès lors que le juge autorise un associé à se retirer, et dès lors que les associés ne veulent pas racheter, ben la société a l'obligation de racheter les parts du retrayant. Alors, la méthode par comparaison prime toujours sur les méthodes financières. Mais méthode par comparaison, la vente de parts de société civile se rencontre plutôt rarement. Et donc à ce moment-là, on va recourir aux valeurs financières. Et les valeurs financières, eh bien, valeurs mathématiques et valeurs de productivité. Valeur mathématique, l'actif net actuel, sinon, valeur de productivité, le calcul de la rentabilité. Et ben, on a le guide de l'administration fiscale qui nous dit quelles sont les méthodes à appliquer pour le calcul de la valeur des parts. Pour la valeur mathématique, l'actif net comptable. Pour la valeur patrimoniale, c'est simple, hein, capitaux propres plus plus-value latente. Voilà. C'est simple, capitaux propres plus plus-value latente, on a la valeur patrimoniale de la société. Mais la valeur patrimoniale ne tient pas compte des flux, de la rentabilité. Et la doctrine de l'administration fiscale, donc dans son guide d'évaluation des titres de société, nous donne les modes de calcul. Et elle dit, ben, pour une société civile locative, il faut combiner la valeur mathématique, donc l'actif net actuel qu'on vient de voir, et celle des flux actualisés. Et si l'associé est majoritaire, on a 4 plus 1, alors que si l'associé est minoritaire, on a 2, donc valeur mathématique, plus une valeur de productivité divisée par 3. Or, moi je ne fais pas l'évaluation, hein, parce que faire de la gestion de patrimoine et l'évaluation des parts, on se retrouve vite en conflit d'intérêts. Mais j'invite tous les praticiens à se calquer sur la doctrine de l'administration fiscale. Alors, il y a des jurisprudences assez fréquentes sur le sujet. Hein. Le flux doit être calculé selon les dividendes attendus et non pas sur le résultat. Donc, décision favorable au contribuable. Si la société n'a jamais distribué, ben, il n'y a pas de flux. Donc, valeur mathématique de productivité, 0. Voilà. Et j'ai encore voilà, une décision de la jurisprudence qui confirme la règle. Alors, au prix de cession des parts, on va ajouter le montant du compte courant d'associé. Je vends les parts d'une société civile, sauf si je vends à moi-même, non. Eh bien, on va céder aussi le compte courant d'associé. Et donc, je prends une société civile 1 où j'ai un capital de 100, mais un actif de 1000, avec un compte courant de 900, alors que la société civile détient les mêmes biens à l'actif, mais un capital de 1000, vous voyez bien que les sociétés ont les mêmes valeurs. Voilà. Donc, je ne vais pas faire capitaux propres plus plus-value latente. Je suppose qu'ici, la plus-value est inexistante. Hein, le bien est inscrit à 1000. Donc, je vais rajouter au prix de cession le montant des comptes courants d'associés. D'ailleurs, ce sont deux actes différents. On cède les parts et on cède le compte courant d'associés. Et il y a une tolérance de l'administration fiscale pour une décote de non-liquidité, décote pour inoccupation, pas de décote pour dispositif fiscal. Et décote pour fiscalité latente, donc le guide de la doctrine fiscale dit non, pas de décote pour fiscalité latente, et j'ai un arrêt du Conseil d'État, ouais, décote pour fiscalité latente. Bon. Capital faible, capital fort. Or, sauf exception, hein, vive le capital faible. Capital faible, pourquoi? Parce que c'est la transmission qu'on vise. Alors que si je prends un capital fort, alors vous voyez, la situation est la suivante. Lorsque j'ai un capital faible, ça veut dire que, alors je veux compléter par une dette, par un emprunt. C'est la société qui va emprunter. Donc je comprends un capital de 1 et la société emprunte 9.
Or, un capital fort, c'est l'associé qui emprunte, puisqu'on va dire on va recourir à l'emprunt pour comparer des solutions comparables. Il va mettre 1, il va emprunter 9 à titre personnel pour souscrire éventuellement au capital de la société. Ben, c'est dommage, parce qu'il y a 2 inconvénients en faisant ça. Les intérêts de l'emprunt contracté personnellement par l'associé ne vont pas être déductibles des revenus fonciers en cas de transmission des parts de la société. Deuxième inconvénient, c'est que la dette contractée personnellement par l'associé n'est pas déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit en cas de donation des parts. Alors que là, la dette contractée par la société est déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit sans aucune condition. Donc vive le capital faible. Alors, on peut avoir quelquefois intérêt à avoir un capital fort, notamment quand on veut déshériter ses enfants. Bon, j'y reviendrai plus tard, mais j'ai d'autres moyens pour déshériter. Je peux même déshériter mes enfants avec un capital faible. On verra des exemples d'application. Donc vive le capital faible. Alors, on a le choix entre un capital faible, un capital fort libéré immédiatement, un capital fort libéré progressivement. J'écarte le capital fort libéré progressivement qui ne présente aucun intérêt. J'ai un capital faible dès lors que je recours à la dette, c'est la société civile qui emprunte, alors qu'un capital fort libéré progressivement, c'est l'associé qui emprunte à titre personnel pour financer le capital. Voyons les avantages et les inconvénients du capital faible. Je rigole pour le capital faible. Capital fort libéré immédiatement, je pleure et je rigole. Puis capital fort libéré progressivement, je pleure complètement. Mais on va considérer l'impôt sur la plus-value et les droits de mutation à titre gratuit, les DMTG ou IPV. Capital faible. Le capital faible, contrairement à ce qui est écrit souvent, c'est que le capital faible, le choix d'un capital faible n'a aucune incidence sur le montant de la plus-value en cas de vente des parts sociales. Alors qu'il y en a qui disent « ouais, capital faible, attention, en cas de vente, vous allez avoir une plus-value importante, alors que si le capital est fort, vous n'allez pas avoir de plus-value, ou très peu. » C'est inexact. Il n'y a pas d'incidence, capital faible, capital fort, pas d'incidence sur le montant de la plus-value. Alors, les avocats fiscalistes vont s'y retrouver, vont s'y reconnaître avec les arrêts Kemener et les arrêts Baradé. Avant 2006, première jurisprudence qui est arrivée, il fallait être fou pour créer une société civile à l'IR et de capitaliser ses résultats. Je prends l'exemple où j'ai une société civile à l'IR où j'ai un capital de 100 et pendant 10 ans, il capitalise 10 de résultats. Capital 100, on va dire prix d'acquisition 100. Pendant 10 ans, 10, donc j'ai 100, donc 200. Et plus-value calculée, l'administration fiscale disait, en cas de vente des parts sociales, 200 moins 100, plus-value 100. Alors que ici, j'ai une société civile qui vaut 100, mais qui distribue. Et non pas qui capitalise 10 chaque année pendant 10 ans. On va dire que, pour simplifier, prix d'acquisition 100 et prix de cession 100. Donc plus-value 0. Vous voyez bien que ici c'était une ineptie. Pourquoi? Parce que dans une société civile à l'IR, selon le principe de la semi-transparence fiscale, les associés sont imposés au fur et à mesure de la réalisation des bénéfices, que les résultats soient distribués ou capitalisés au sein de la société. Or, l'imposition ici de la plus-value équivaut à une double imposition, puisqu'on impose en fait des sommes qui ont été déjà imposées auparavant au fur et à mesure de la réalisation chaque année. Et l'arrêt Kemener, l'arrêt Baradé, mais attention, il y a des jurisprudences à peu près chaque année, eh bien, ça fait mal. C'est-à-dire que les petits jeunes là, de l'administration fiscale qui ne savent pas, qui n'ont pas lu l'arrêt Kemener et l'arrêt Baradé,
Eh bien, ici, on rectifie le tir. Pour le prix d'acquisition au départ, on doit ajouter au prix d'acquisition toutes les sommes qui ont été portées en réserve. Et de telle sorte qu'on se retrouve dans cette situation-là. Donc, vous voyez bien que capital faible ou capital fort ne va avoir aucune incidence sur le montant de la plus-value. Deuxième situation, ici. Je capitalise le résultat au sein de la société. Bon, on peut se dire, ouais, mais il va y avoir là une plus-value. Et je mets les sommes en compte courant d'associé. Eh bien là aussi, les sommes portées en compte courant d'associé ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'impôt sur la plus-value. Voilà. Hein, j'ai distribué sous forme de distribution. Moi, je n'ai pas le cash. J'ai laissé les sommes en compte courant d'associé. Il n'y a aucune incidence sur le montant de la plus-value. Là aussi. Donc, capital faible, aucune incidence sur le calcul du montant de la plus-value en cas de cession des parts sociales. Alors voilà, capitaliser les bénéfices, plutôt en report à nouveau qu'en réserve. Et là aussi, arrêtons les pratiques non productives, on va dire, qui consistent à distribuer par imputation en compte courant d'associé. J'ai horreur des comptes courants d'associés. Bon, parfois, il est impossible d'empêcher la formation des comptes courants d'associés, mais j'ai horreur des comptes courants d'associés. En termes de transmission, ce n'est pas forcément bon. Capitaliser le bénéfice en report à nouveau plutôt qu'en réserve, parce que en cas de démembrement de propriété, les sommes des dividendes prélevés sur les réserves reviennent au nu propriétaire, pas à l'usufruitier. Donc, voilà. Plus-value, donc voilà, je reviens sur cette démonstration comme ça parce que je n'ai pas été forcément très clair. Donc capital faible ou capital fort, pas d'incidence sur le montant de la cession. Soit au passif, j'ai un compte courant d'associé, des réserves ou des comptes courants. Si c'est un compte courant, la part du prix correspondant à la cession du compte courant n'est pas imposable sous réserve que l'associé puisse justifier de l'existence de sa créance. C'est pour ça que même si une comptabilité ne s'impose pas, n'est pas obligatoire pour une société civile, il n'y a que le rapport annuel de gestion, eh bien je vais faire tenir une comptabilité pour choisir les options fiscales les plus avantageuses, capital faible. Voilà. Et soit c'est des réserves, c'est les suites de la récumulaire et de la rébaradée. Donc on vient de voir, le prix d'acquisition doit être majoré de la quote-part des bénéfices qui ont été portés en réserve et qui ont déjà subi l'imposition. Donc pas de fin de la double imposition. Droit de mutation, vive le capital faible, parce que dès lors que l'emprunt est souscrit par la société, celui-ci est déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Le capital souscrit est de 1, la dette est de 9, je donne les parts, valeur 1. Base taxable 1. Capital fort libéré immédiatement, donc j'emprunte à titre personnel pour financer le capital de la société. Ben ouais, mais en cas de donation, eh bien, comme j'ai souscrit l'emprunt à titre personnel, il n'est pas déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Et les intérêts de l'emprunt ne seront plus déductibles des revenus fonciers. C'est plus moi qui les ai, les revenus fonciers. Donc, voilà. Les intérêts de l'emprunt contracté par la société sont déductibles, que l'emprunt soit souscrit par la société ou personnellement par l'associé. C'est vrai que si je souscris un emprunt bancaire à titre personnel pour financer le capital d'une société à capital fort, l'intérêt souscrit personnellement, les intérêts sont déductibles des revenus fonciers, même si c'est la société qui rembourse l'emprunt. Oui, mais si je donne les parts et qu'on a vu que le domaine de prédilection de la société civile, c'est la transmission de parts, voilà, les intérêts ne seront plus déductibles des revenus fonciers. Plus-value et capital fort. Là, on a vu qu'il n'y a pas de différence entre un capital fort et un capital faible. Droit de mutation à titre gratuit. Bien, si le capital fort, éventuellement, je peux avoir
la réduction de la base taxable de 10 à 20% pour l'équité de départ, mais ça fait mal. En termes de droit de mutation à titre gratuit, le capital fort, un capital est de 100 au lieu de 1, capital 100, base taxable 100. Pas terrible, hein? Inconvénient du capital fort libéré immédiatement en cas de donation d'épargne, le donateur ne peut pas déduire la base taxable, la dette souscrite à titre personnel et il ne peut plus déduire les intérêts de l'emprunt de ses revenus fonciers. Voilà, avantage du capital fort, déshériter ses enfants, c'est l'effet indirect. Si je veux favoriser notamment mon concubin, c'est forcément au détriment des héritiers, donc des enfants. Donc pour simplifier, je dis déshériter ses enfants. Donc voici la situation résumée. L'immeuble, l'emprunt souscrit pour acquérir l'immeuble en direct n'est pas déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit dans les faits parce que, il faut que le donataire apporte la preuve qu'il a pris en charge le remboursement de la dette et que l'établissement de crédit ait donné son accord. La société civile à capital fort libéré immédiatement, je souscris l'emprunt pour financer le montant du capital. L'emprunt contracté personnellement n'est pas déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, même si j'ai un abattement de 10 à 20%, ça ne va pas chercher loin. Par contre, vive le capital faible parce que la dette contractée par la société est entièrement déductible de la base taxable sans aucune condition.